La question des conditions d'acquisition des biens et des services concerne les entreprises publiques qui évoluent souvent dans des environnements économiques complexes, parfois concurrentiels et dont les missions sont directement liées aux priorités nationales. Malgré les innovations, ces entreprises publiques font face à des contraintes liées notamment au seuil d'acquisition et aux procédures de passation des marchés. Ces contraintes, si elles ne sont pas analysées avec lucidité, peuvent devenir des freins majeurs à la performance. Il nous revient donc ensemble d'éclairer le chemin des réformes à conduire. Nos procédures doivent faire l'objet d'une attention plus accrue si nous voulons que nos entreprises publiques continuent de jouer un rôle majeur dans notre économie. Il ne s'agit pas simplement de faire l'inventaire des contraintes, mais de proposer des solutions réalistes, cohérentes et conformes aux dispositions réglementaires. Il s'agira donc de faire une identification exhaustive des difficultés rencontrées par les entreprises publiques dans la passation des marchés. Une évaluation de l'impact réel de ces difficultés sur leurs performances. La gouvernance et la performance des entreprises publiques dépendent en grande partie de la qualité des procédures d'acquisition qui les alimentent en biens et services. Des réalités opérationnelles à ajuster sur les enjeux stratégiques. L'État a des règles quand il s'agit donc de l'utilisation de la ressource publique pour faire en sorte donc que cette ressource-là est bien utilisée. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à respecter ces règles-là également tout en faisant face à la concurrence. De communication ont meublé les travaux, la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics par les entreprises publiques et les dispositions du Code des marchés publics, ainsi que les tests applicables aux entreprises publiques. Les pays les plus riches se retirent progressivement de leur engagement en faveur du développement mondial. C'est ce que révèle une étude sur l'indice d'engagement pour le développement, publiée tous les 2 ans par le groupe de réflexion Center for Global Development. Pour cette nouvelle édition, le rapport dévoile que 2 d'entre eux, dont les États-Unis et le Japon, ont procédé à de nombreuses réductions budgétaires dans l'aide et les fonds acheminés via les institutions multilatérales. Pour des pays comme la Sierra Leone, qui compte parmi les plus vulnérables au monde, 1 point sur 5 est une question de survie. Ce n'est pas seulement une question de climat, c'est une question d'existence même. On entend parfois dire que l'abandon des combustibles fossiles n'est qu'une question de climat, mais c'est aussi une question d'économie. La publication du classement intervient alors que l'Afrique du Sud s'apprête à accueillir les dirigeants des 20 nations les plus riches au monde. Malgré l'absence notable du président américain, Cyril Ramaphosa entend obtenir des engagements des leaders mondiaux sur l'allègement de la dette des pays en développement. À la veille du G20, l'Afrique du Sud et l'Union européenne ont signé en grande pompe un mémorandum d'entente sur les minéraux critiques dans un contexte marqué par la recherche de diversification et de sécurisation énergétique de l'Union européenne, engagée dans une sortie progressive de sa dépendance au gaz russe. C'était en effet un réel honneur de co-présider la réunion trilatérale entre dirigeants d'Afrique du Sud et de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire le point sur les progrès que nous avons réalisés, en particulier au cours de cette année, mais aussi de faire le point sur l'ensemble de la relation entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne. Nous qualifions cette relation de mature, une relation prévisible, fiable et fondée sur la confiance. Et nous sommes très heureux en Afrique du Sud d'avoir un partenaire comme l'UE, avec qui nous pouvons discuter d'un large éventail de sujets. La présidente von der Leyen faisait remarquer que nous nous étions rencontrés 4 fois cette année. Présenté comme un accord gagnant-gagnant, ce partenariat doit permettre à l'Afrique du Sud de ne plus seulement exporter ses minerais bruts, mais de développer des chaînes de valeur locales et de créer des emplois. La présidente de la Commission européenne a tenu à rassurer Pretoria sur ce point. Aujourd'hui, nous signons 3 nouveaux projets majeurs. Premièrement, avec la Banque européenne d'investissement, nous investissons 350 millions d'euros pour moderniser les infrastructures de l'Afrique du Sud, tant dans les transports que dans l'énergie, et cela inclut un soutien à la décarbonation de Transnet dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste. L'Afrique est désormais au cœur d'une intense compétition mondiale et l'Union européenne n'entend pas se laisser distancer.
Au Brésil, l'avant-dernier jour de la COP30 a été marqué par un incendie des pavillons utilisés pour la conférence mondiale sur le climat. Aucun blessé selon les autorités qui déclarent que le feu a bien été maîtrisé avec l'intervention des sapeurs-pompiers et les équipes de sécurité présentes sur le site. Le ministre brésilien du Tourisme Celso Sabino a déclaré aux journalistes que le feu s'était déclenché près du pavillon de la Chine qui faisait partie de plusieurs autres installés pour les événements en marge des débats sur le climat. Les médias indiquent qu'une grande partie du site du sommet de Belém était encore en chantier jusqu'à l'ouverture des assises, avec des poutres apparentes, des planchers en contreplaqué et des couloirs métalliques menant à l'extérieur du centre de convention. Cette conférence porte sur une transition écologique juste, notamment pour les populations les plus exposées aux effets du dérèglement climatique. La COP30 met à l'honneur les peuples autochtones, acteurs essentiels de la protection de la nature. Le marché de Noël de la ville allemande de Magdebourg a officiellement rouvert ses portes jeudi. Un an après une attaque à la voiture bélier qui a coûté la vie à 6 personnes. Plus de 140 marchands ont ouvert leurs étals pour vendre des bougies, du vin chaud et diverses friandises de Noël. Le marché de Magdebourg rouvre avec un dispositif de sécurité fortement renforcé. Les autorités locales et les agences fédérales ont investi plus de 250 000 € dans de nouveaux systèmes de sécurité, dont des blocs en béton pour empêcher les voitures d'entrer dans le marché. L'année dernière, 5 femmes et un jeune garçon ont trouvé la mort quand un homme a foncé sur la foule avec un véhicule de location le 20 décembre. Le drame a provoqué une vive émotion en Allemagne et suscité des appels à un renforcement de la sécurité sur les marchés publics. Le suspect est un ressortissant saoudien de 51 ans. Il est sous le coup de 6 chefs d'accusation de meurtre et de 338 chefs de tentative de meurtre. Son procès s'est ouvert la semaine dernière devant le tribunal d'État de Magdebourg et devrait se poursuivre jusqu'en mars. S'il est reconnu coupable, le suspect risque la prison à vie. Au parc Sainte-Thérèse à Port-au-Prince, la qualification des Grenadiers pour le mondial américain est encore dans les têtes. Cet exploit, après 52 ans de disette, redonne de l'espoir à ces jeunes talents dans un pays secoué par l'insécurité et où les infrastructures sportives se détériorent sans l'aide des pouvoirs publics. De nombreux sacrifices seront nécessaires pour l'avenir du football en Haïti. Il n'y a pas assez de terrain pour soutenir son développement. Certains jeunes joueurs atteignent les milieux professionnels, mais beaucoup d'écoles de football ont été détruites. Je souhaite que l'État prenne ses responsabilités et apporte son soutien aux jeunes. Le parc Sainte-Thérèse, inauguré en 2013, est l'une des plus grandes infrastructures de football en Haïti. Malgré les défis liés au manque de financement, ces jeunes y croient et continuent de travailler. Avec un peu de chance, ils porteront eux aussi le maillot de l'équipe nationale. Je veux devenir joueur professionnel et jouer pour l'équipe nationale et remporter la Coupe du Monde pour mon pays. Oui, j'ai regardé le match. Et puis je trouve qu'ils ont bien joué, ils ont gardé la possession du match, ils ont maîtrisé le match. La plupart de ces jeunes joueurs ont toujours supporté d'autres nations en Coupe du Monde. Mais à ce mondial 2026, ils pourront enfin soutenir leur propre équipe nationale.